Et salut à tous, c'est Tobushi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et c'est la première vidéo de cette série, de la série Kins Analyse, c'est la série sur Kins Game bien entendu. Et du coup, pour ce premier épisode, nous partons sur une question, enfin pour répondre à une question directement, qui est la question, Kins Game, un bon début pour une mauvaise fin. Bah c'est parti. Et j'ai réalisé une nouvelle intro, vous avez pu le voir, j'espère qu'elle vous plaira. Pour les vidéos de Kins Analyse, j'ai décidé tout simplement de ne pas écrire les vidéos à l'avance. Voilà, parce que souvent, le plus souvent, j'écris les vidéos à l'avance, et je lis en fait, tout simplement. Bon, je sais pas si ça s'entend, je pense que oui. Mais pour les vidéos de Kins Analyse, étant donné que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et que j'ai envie qu'il y ait un peu une sorte d'interaction, tu vois, entre nous, bah je me suis dit autant ne pas écrire, tu vois. Comme ça rend le truc un peu plus naturel, un peu plus vivant, voilà. Du coup, pour répondre au sujet de la vidéo, tout simplement, nous allons commencer sans trop rentrer dans les détails, parce que bon, j'ai présenté déjà l'œuvre de Kins Game, donc si vous n'avez pas vu, si vous connaissez pas, je vous invite directement à aller voir ma présentation que j'ai fait jeudi. Et du coup, bah nous allons commencer avec le point principal de cette vidéo, Kins Game du coup, logiquement, qui a été au début un franc succès. Ça a été très entraînant pour beaucoup de gens, énormément de personnes étaient totalement d'accord pour dire que le début était génial. Vraiment, personnellement, par exemple, j'ai lu les tomes et je les ai dévorés, vraiment, et genre, au début j'ai lu 3 tomes, et puis il fallait que je lise la suite, et puis du coup, bah j'ai attendu, du coup ça faisait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Mais vraiment, ces tomes étaient juste extraordinaires, en fait, voilà. Genre, je sais même pas comment décrire ça, mais c'était tellement entraînant, il y avait du suspense, il y avait tout, en fait, genre tu te disais, que va-t-il se passer, en fait, tu vois? Genre, on était tous en mode, mais qui est le roi? Et tout. Voilà. Donc pour moi, très clairement, les 4 premiers tomes ont été juste un chef-d'œuvre. Enfin, après, c'est mon avis. Donc, un chef-d'œuvre, c'est un peu des mots grands, c'est un peu surcoté, on va dire comme ça. Mais voilà, mais pour moi, vraiment, c'était tellement bien que je qualifie de chef-d'œuvre. Voilà, c'est mon avis, personnellement. Mais donc du coup, tout le monde s'attendait à un truc de malade pour la conclusion. Et puis là, choc émotionnel. C'est pas du tout ça qu'on s'attendait. Vraiment. On va s'expliquer. Oui, très clairement. Parce que là, je pense que vous ne comprenez pas forcément. Mais bon, je vais résumer un peu là où je veux revenir. Au début, tu vois, genre, il y avait Nobuaki, avec Shinmi, Naoya, tout ça, toute la classe. Du coup, on enchaînait les ordres, les uns après les autres. Voilà. Jusqu'à arriver à un point où, en fait, ils sont arrivés à un ordre qui était l'ordre de pas commettre d'actes inutiles. Sauf que l'acte inutile n'était pas dévoilé. Du coup, là, tu perds la moitié de la classe, en fait, voire les 3/4. Et ensuite, t'as le final, justement, le final en 2 gros ordres, enfin, un précisément qui va tout secouer, qui va révéler qui est le roi et tout. Je précise encore une fois, enfin, je sais même pas si je l'ai précisé au début, en fait, mais ça va spoiler. Donc, ceux qui veulent pas être spoilés sur l'arc Kins Game, en fait, bah, je vous invite, en fait, à quitter cette vidéo. Voilà. Donc, et ceux qui ont déjà vu l'œuvre, ou qui veulent se faire spoiler volontairement, je vous invite à rester. Voilà. Du coup, pour le final, en effet, après l'ordre qui était l'acte inutile à ne pas commettre, on perd les 3/4 de la classe, et il reste 10 personnes. Donc 10 personnages, donc c'est un tiers de la classe, on va dire, étant donné qu'ils sont 32 au début. Donc 10 personnages, mais qui sont ces 10 personnages? Déjà, t'as Nobuaki, forcément, hein, bah oui, perso principal. T'as sa copine Shimi, enfin qui à ce moment-là n'est plus vraiment sa copine, enfin bref. Il y a Naoya, son meilleur pote, bien sûr. Il y a Ria, bien sûr, parce que Ria c'est un peu la hackeuse de la classe, c'est un peu celle dont tout le monde pense c'est le roi. Et il y a des randoms, hein, il y a beaucoup de randoms. Alors tout simplement, d'abord il y a Toshiyuki Abe, donc c'est un random mais version 10. Vraiment c'est il y a Shia Kawano qui on n'a jamais vu dans le manga, mais c'est pas grave, écoute, on prend. Il y a aussi Minako Nakao, on sait pas qui c'est non plus. Enfin si, parce que elle on l'a vu au premier ordre, voilà, c'est tout. Après il y a aussi Toshiyuki Fujioka, donc il a aucun rapport avec l'autre Toshiyuki, mais voilà. Il y a aussi Masami Matsumoto, qui est une fille qu'on n'a pas vue non plus, mais c'est pas grave. Et le dernier personnage, le plus inutile de tous, Keita Yamashita. Voilà, c'est 10 personnages. Donc très clairement, c'est pas très glorieux, hein. Ils sont un peu tous passés, mais bon. Voilà, c'est compréhensible. Et donc pour reprendre le sujet principal de la vidéo, je reviens justement
cette finale avec ces 10 personnages en fait. Donc l'ordre à ce moment-là, c'est que l'un d'eux doit lancer un dé et doit désigner autant de personnes que le chiffre indiqué sur le dé, et toutes les personnes indiquées mourront avec celui qui a lancé le dé. Du coup, petite guéguerre, hein. Tout le monde dit ouais, toi tu vas lancer le dé, non, c'est toi qui vas le faire. Bref, et aussi, j'en profite pour dire que pour moi, il y a des personnages qui ne devraient pas être là. Genre vraiment, trois personnages pour moi qui ne devraient pas être là. Premièrement, Keita Yamashita. Alors Keita, c'est un personnage qui est naïf, il est du style sensible, fragile. Je ne sais pas comment il a pu résister à l'ordre juste avant. Parce que, donc, on revient à l'acte inutile, ça va spoiler, d'une façon, voilà. L'acte inutile, c'était de ne pas pleurer. Quand tu vois Keita, qui est sensible, naïf, fragile, tu te dis qu'il a pas craqué, c'est impossible. Vraiment, pour moi, ils ont vraiment foutu un random pour foutre un random. Vraiment, tous ses potes, ils sont passés un par un. Mais lui, tranquille, il est en mode, ouais, non, je pleure pas, voilà. Donc, je trouve ça très, très limite. Ensuite, deuxième personnage qui ne devrait pas être là, Masami Matsumoto. Alors, elle, vraiment, bon, en plus de pas la voir, vous allez me dire, ouais, mais on connaît pas sa personnalité. Mais si, en fait, parce que, oui, mais non. Enfin, le truc, c'est qu'on connaît pas sa personnalité, mais elle est là, mais sans être là, en fait, parce que Masami, elle s'est taillé les veines pour, du coup, pas être là, mais du coup, elle est à l'hôpital, en fait. Mais à quel moment tu te dis, ok, donc elle s'est pas mise à pleurer, mais elle tente de se suicider. Genre, ça n'a pas de logique pour moi. Bref, on passe au troisième personnage qui pour moi ne devrait pas être là, mais un peu quand même. Je parle de Toshiyuki Fujioka. Pour moi, ce personnage, il est beaucoup trop un peu comme Keita en fait, mais un peu plus, tu vois, un peu moins sensible que lui. Donc en vrai, genre, lui c'est le seul qui aurait un sens à être là, parce que il va agir d'une façon après qui justement explique pourquoi il est là. Enfin, c'est pas le roi, hein, je précise, au cas où il y en avait qui disaient, ah, c'est le roi. Non, pas du tout. Mais bon, donc c'est le seul personnage des trois qui est potablement logique qu'il soit là, tu vois. Mais pour moi, Keita et Masami, c'est vraiment des randoms pour mettre des randoms en fait. Genre on a pas assez de gens, on met des randoms. Allez, c'est bon, ça part. Mais vraiment pour moi, ces trois personnages, voilà. Et donc là, forcément, c'est l'ordre final qui doit être exécuté. Du coup, il y a Toshiyuki Abe qui n'apprécie par personne à part son meilleur pote, Toshiyuki Fujioka, qui se met du coup à paniquer, il sort un couteau, il prend Shimi en otage, il force Naoya ou Nobuaki à lancer un dé, du coup Naoya il lance le dé, donc rip mon poteau, mais et du coup là ça part en couille, il désigne tout le monde, Keita, il le désigne sans faire exprès, du coup Keita il meurt, très clairement. Ensuite il désigne Masami parce que Masami, bon, c'est pas qu'on s'en fout un peu d'elle, mais voilà, un peu quand même, quoi. Et ensuite, Abe, il force Naoya à désigner Shia et Minako, du coup, il le fait aussi. Et puis, à un moment donné, Abe, il fait, tiens, désigne Nobuaki. Et là, Toshiyuki Fujioka, il arrive, comme ça, il fonce sur Abe, il le frappe, il fait, mais arrête, c'est pas gentil d'être méchant, et tout. Et donc là, du coup, Abe, il se rend pas compte quand même, mais du coup, Fujioka, il dit à Naoya, ouais, vas-y, dis nos prénoms. Comme ça, on meurt, mais au moins, vous serez sauvés. Du coup, il dit leur prénom, il meurt, et Naoya, du coup, meurt par la suite. Et du coup, il reste là plus beaucoup de personnages, il reste Nobuaki, Ria et Shimi, voilà, qui sont que trois. Et Shimi qui est blessé à cause du coup de couteau que Abe lui a infligé. Il reste du coup plus que trois. Et Ria récupère les lettres des gens qui viennent de décéder en fait pour réussir à former une phrase que le roi a laissée. Parce que oui, en fait, chaque personne qui meurt, dans son téléphone, dans ses emails, en brouillon, t'as une lettre. Et donc, ces lettres, en fait, Ria, elle s'est dit, s'il y a des lettres, c'est pas pour rien, je pense. Du coup, elle a essayé de former une phrase avec. Elle s'est dit, allez, on va former une phrase et on va défoncer le roi. Du coup, elle s'est mise avec son PC là. Et puis Nobuaki, il comprenait pas, Shimi non plus. Du coup, elle a commencé à leur expliquer l'identité du roi. Du coup, tout le monde est en mode, oh, tiens, enfin, elle va nous expliquer. Surtout qu'à ce moment-là, tout le monde se disait, mais il reste plus que 3 personnes. Qui peut être le roi, en fait? La plus suspecte de tous, c'était Ria, mais d'un côté, c'était pas forcément elle. Il y avait beaucoup qui pensaient que c'était un survival game, comme genre beaucoup, où en fait, t'apprenais que le roi, c'était le perso principal, donc Nobuaki. En vrai, c'était plausible, mais en réalité, c'était pas le cas. Il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était en fait Shimi. Shimi qui avait peut-être un lien avec le roi, et en fait, Ria, elle a fait, non, c'est pas nous. En fait, nous sommes tous le roi, mais personne ne l'est. Il faut comprendre ça, tu vois. Du coup, elle explique encore plus. En gros, vraiment, elle explique que le roi, c'est un mélange entre un virus, en fait, et
une psychologie en fait qui contraint le corps en fait à se ouais en fait non ça a aucune logique genre donc pour en fait il y a un virus qui fait en sorte que des gens se décapitent tout seuls, que des gens brûlent tout seuls, que des gens se pendent tout seuls. Bon encore ça tu vois avec l'hypnose tout ça il y a peut-être moyen, mais bon je suis désolé, le mec qui prend feu d'un coup, c'est impossible. Non c'est pas possible en fait. Genre du coup ton explication elle tient pas la route, c'est pas logique. Donc voilà, donc là on a tous été perdus, il y a tout le monde qui était perdu, même moi je l'étais à l'époque. Donc vraiment, ça nous a perdus. Et donc Ria elle a continué, elle a marqué la phrase qui était, attendez je vais la retrouver. Du coup oui, Ria en fait, elle explique que bah il y avait déjà eu le jeu du roi dans le village de Yonaki, bon ça on le savait déjà, et que du coup par la suite, enfin à l'époque il y avait quelqu'un qui était au village qui s'appelait Natsuko Honda, Honda qui est le nom de famille en fait de Shimi. Du coup elle pense qu'il y a un lien tu vois, et du coup elle essaye de reconstituer la phrase qui serait apparemment par vos vies, virgule, Natsuko Honda revivra. Donc ça, apparemment, tu vois, serait le message laissé par le roi. À ce moment-là, tu te dis, ok, pourquoi pas. Du coup, elle tape la phrase, en fait, dans son ordinateur, je sais même pas sur quoi, enfin, c'est une hackeuse, donc je sais pas trop quoi. Elle lance un truc, avec un pourcentage, et puis là, t'as un truc, t'as en fait, une sorte de visionnage où Ria, en fait, elle combat un squelette le squelette représentait le roi et Ria Ria tout simplement, et du coup elle arrive à atteindre 0%. Du coup elle fait ouais c'était trop facile haha, et puis du coup Nobuaki est en mode c'est vraiment fini, et puis là d'un coup genre t'as quand même un gage qui tombe comme ça, t'as quand même le gage de Ria qui arrive et qui fait en fait qu'elle est condamnée au bûcher pour avoir enfreint les règles. Donc, avoir acquis le roi, c'est enfreindre les règles. Et puis tout à coup, Ria se met à brûler. Voilà. Avec l'explication qu'ils nous ont donnée avant. Du coup, elle dit, mince, c'était un piège. Et puis du coup, elle dit qu'elle vient de comprendre l'objectif du roi, qui pour elle, est de déterminer celui qui sera digne du pouvoir absolu qu'il confère. Donc, en vrai, c'est un peu logique, mais du coup, ça veut dire que celui qui va survivre à ça, celui ou celle d'ailleurs, et bah sera le roi en fait, suivant sa logique. Mais donc du coup voilà, du coup elle fait comprendre à Nobuaki qu'il est impossible de gagner son sacrifice, et que il aura beau essayer qu'il pourra sauver personne. Et du coup là, après, vu qu'elle a commencé à brûler, bah elle finit de brûler en fait, et elle demande à Shimi et Nobuaki de vaincre le roi à sa place, et puis elle tombe de la falaise, et on ne la reverra plus jamais. Voilà, donc ça c'était une grande partie du final justement du tome 5. Voilà, c'était la grosse partie qui a pris pratiquement tout le tome 5. Et puis pour la fin, eh bien, du coup Nobuaki se dit c'est peut-être enfin fini. Donc, ce qui reçoit pas de message, et puis d'un coup, il y a un message qui tombe, qui dit que Nobuaki et Shimi doivent tuer la personne qu'ils aiment le plus dans les 5 minutes. Et la personne qu'ils aiment le plus, bah c'est l'un l'autre en fait. Et donc, bah, Nobuaki et Shimi, ils veulent pas se tuer, c'est logique. Ils décident de ne pas, du coup, exécuter l'ordre, et lors du moment où ils doivent mourir, justement, enfin, ils se prennent dans les bras, quoi, et ils se le disent, en fait, on va vivre. Voilà, ils se disent ça, et du coup, eh ben, ils ne meurent pas. Voilà, donc ils se disent vraiment dans leur tête, on va vivre, on va vivre, on va vivre, et ils ne meurent pas. Il est minuit 1, ils meurent toujours pas. Les deux sont encore en vie. Du coup, Nobuaki, il pense qu'ils ont réussi, qu'ils ont battu le roi. Comme ça, bah, pour lui, c'est fini, en fait. Et puis, bah, Shimi, bah, commence à perdre trop de sang à cause de sa blessure due à cause du couteau de Toshiyuki. Et, bah, décède dans les bras de Nobuaki. Après, il y a le roi, en fait, qui envoie un message à Nobuaki, lui disant, tu es devenu le roi de ce monde, virgule, que veux-tu en faire? Du coup, Nobuaki, bah, il répond le monde que je souhaite, c'est évident, non? Et là, juste après, ce qui est intéressant, c'est que juste après la page là, on a un sorte de flashback de Nobuaki quand il demande à Shimi si elle veut sortir avec lui. Donc à ce moment-là, c'est
intéressant, parce que du coup, enfin, donc là, on voit qu'elle répond oui et tout. Et pour moi, c'était intéressant parce que, à ce moment-là, c'était pour moi une fin ouverte, en fait. Donc, c'est-à-dire que, pour moi, je pensais que, en fait, Nobuaki, il avait un souhait qu'il pouvait faire pour, vu qu'il avait gagné le jeu du roi, et que du coup, il avait décidé de faire en sorte que le jeu du roi n'ait jamais existé, et qu'il soit juste revenu en arrière, en fait. Moi, c'était un peu ma théorie, un peu, et je trouvais qu'une fin comme ça, tu vois, c'était potable. Genre, moi, j'aimais bien quand c'était une fin comme ça. Et en fait, bah, ça, c'est pas du tout ça, parce que j'ai découvert la suite dans le 15e Extrême, donc je vais pas vous spoiler, mais c'est pas du tout la fin que je pensais du tout. Et ensuite, il y a beaucoup d'incohérences dans cette fin, encore une fois, parce que, là, premièrement, quand ils font, on va vivre, on va vivre, on va vivre, c'est, du coup, parce qu'en soi, ça voudrait dire que Ria, ce qu'elle a dit avec la psychologie, ça veut dire que le cerveau, il s'est persuadé qu'il allait vivre, et du coup, ils sont pas morts, donc ça voudrait dire qu'ils ont échappé à l'emprise du roi. Le problème, c'est que, dans le roman, j'ai pas lu le roman, mais je sais très bien que le roman de Darkula, il est totalement différent sur la fin, et pourtant, on retrouve la fin, on retrouve le fait que Nobuaki est échappé à l'emprise du roi dans le dernier tome en roman, alors que les romans, ils doivent se suivre l'un l'autre. Et donc là, ça reprendrait un passage du manga. Donc ce n'est vraiment pas logique en fait. Mais bon, ça c'est encore l'œuvre vraiment. Mais sinon, dans le manga aussi, il y a un truc qui va pas, c'est que là ils se disent on va vivre, ok. Sauf que si on se rappelle bien, Daisuke Tasaki, je sais pas si vous voyez qui c'est le personnage en fait dont j'ai pris pour faire mon avatar. Lors de l'ordre numéro, je dirais, ouais 5-6, je sais plus. À un moment donné, il doit coucher avec une élève. Du coup, il le fait et après, genre, le copain de l'élève, il doit donner un ordre à quelqu'un qui doit exécuter comme s'il venait du roi. Du coup, il donne comme ordre à Daisuke de mourir par pendaison en fait. Du coup, il est obligé de se pendre. Et donc forcément, la réussite de son ordre ou l'échec, bah, ça entraîne sa mort. Mais le truc, c'est que après, du coup, à minuit, il était avec Nobuaki et Naoya. Il jouait des instruments de musique. Et en fait, dans sa tête, il disait qu'il refusait de mourir. Il a dit non, je ne meurs pas, je refuse de mourir. À ce moment-là, tu te dis, mais si Nobuaki et Shimi ont réussi à échapper à l'emprise comme ça, pourquoi est-ce que Daisuke ça n'a pas marché? Donc ce n'est absolument pas logique, encore une fois. Tu peux pas faire ça pour deux personnages, mais pas pour un autre. Sinon faut les faire pour tous les trois. Donc certes ça aurait été trop tôt pour Daisuke, parce que du coup la fin aurait été trop vite annoncée, mais le truc c'est que Nobuaki et Shimi, ça n'a pas de logique en fait de faire ça. Après il y a aussi une autre théorie, c'est que le roi en fait savait déjà que Shimi était condamné, et a donc considéré ça comme parce que Nobuaki en fait c'est lui qui lui a fait le garrot à la jambe pour éviter qu'il hésite trop de son sang. Bon même ça a pas vraiment marché. Du coup ils ont peut-être que le roi en fait il a considéré ça comme si Nobuaki avait aggravé la blessure de Shimi en fait et donc du coup avait causé sa mort indirectement. Peut-être que c'est ça. Après voilà, c'est une théorie parmi tant d'autres. Voilà, donc je sais que sur cette fin, énormément de fans, énormément de gens en fait ont été déçus par cette fin et ils considèrent que ce tome-là est le tome de trop en fait. Enfin, pas forcément le tome de trop, mais genre ils pensent qu'ils auraient dû partir sur autre chose en effet. Donc comme la théorie de Nobuaki aurait été le roi, un truc comme ça. C'est vrai que voilà, ça aurait pu, mais après là, le truc c'est que si tu t'arrêtes à l'Arcula, tu peux pas comprendre vraiment qui est le roi, tu peux pas comprendre d'où il vient, à part que le premier jeu du roi a été il y a 30 ans dans le village de Yonaki, ça c'est ok, mais tu peux pas savoir vraiment pourquoi il existe, quel est le rapport entre Natsuko Honda et Shimi Honda, tu peux vraiment pas savoir pourquoi, parce que la phrase c'était Natsuko Honda par vos vies, Natsuko Honda revivra, enfin, bref, donc ceux qui se sont arrêtés à l'arc-là pour dire que c'est de la merde, et bah sachez que non en fait, genre c'est juste que étant donné que vous avez pas compris en fait cette fin, pour vous vous êtes dit ok c'est nul, sauf que en fait il suffit juste d'attendre un peu pour avoir la suite, parce qu'après après l'arc-là t'as Kingdom Extreme qui tombe où t'as un peu plus d'explications, ensuite t'as Origin justement qui explique tout en fait, avec le Origin t'es bien, genre tu sais tout. Donc voilà. D'ailleurs je ferai une vidéo dessus pour vous parler plus en détail du roi, de son identité et tout. Mais donc vraiment faut vraiment regarder la suite, enfin lire la suite pour pouvoir justement découvrir et sortir de l'ignorance entre guillemets. Parce que là c'est sûr que cette fin
n'expliquait pas grand chose sur le roi. Genre c'était juste un virus qui servait de la psychologie de la personne pour donner des ordres à son cerveau, pour donner des, enfin bref. Donc, ça c'est vraiment pas adapté. En fait l'explication du roi était trop courte pour moi. Justement en fait elle était pas assez claire. Donc voilà. Donc pour moi c'est clairement ça qui a déçu justement tous les gens qui lisaient le manga et pour qui le début était génial en fait. Donc voilà. Du coup, je finis cette vidéo sur ça. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'analyse vous aura intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler, cette fois-ci, d'un autre sujet, pour parler du sujet est-ce que Nobuaki est un bon protagoniste. Donc j'espère en tout cas cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tobushi. Ah oui, et en fait, je voulais te préciser, j'ai réalisé une nouvelle outro aussi pour le King's Analyse, justement, pour la série. Du coup, pour ceux qui veulent la voir, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et pour ceux qui veulent pas la voir, bah, ne regardez pas. Voilà. Bah moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!